Au cours de l'été, notre équipe a commencé à déceler l'apparition de sites web très dérangeants. Une découverte qui nous a profondément troublés. Grâce aux outils d'intelligence artificielle générative, ces sites facilitent ouvertement la production d'images non consensuelles à caractère sexuel, voire pornographique. Quelques clics et le tour est joué. Jeff, on se doutait bien que les images à caractère sexuel non consensuel dans l'univers de l'intelligence artificielle, ça allait poser problème. Mais là, on a un cas vraiment qui est inquiétant. Mais c'est ça, on a vu commencer à apparaître cet été des sites web qui proposent de générer des photos non consensuelles pornographiques à l'aide d'images de tous les jours. Donc, on peut mettre des images, par exemple, qu'on a pris sur le Facebook de quelqu'un ou le compte Instagram de quelqu'un. Et puis, on a déjà parlé là, de ces systèmes-là aux décrypteurs. C'est des choses qui prennent beaucoup de ressources ou de talent. Il faut savoir comment les utiliser. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, tu mets une photo et en quelques minutes, tu as un résultat, une photo pornographique non consensuelle. Ce qui nous a vraiment pris par surprise, c'est le niveau de popularité de ces sites-là. C'est des sites qui existent depuis seulement quelques mois, donc depuis cet été. J'ai recensé les 5 plus populaires. Regarde les nombres de visites par mois. Ça, c'est dans les millions. Hein, c'est dans les millions, ouais, donc ouais. On parle d'à peu près 18,5 millions de visites uniques par mois. Donc, il y a un marché, très clairement. Il y a un immense marché. Quand on regarde le nombre de pages vues, on est dans le 145 millions. Donc, techniquement, là, possiblement, depuis cet été, il y a 150 millions de photos de pornographie non consensuelle qui circulent maintenant dans les ordis des gens ou qui ont été générées à l'aide de ces outils-là. Et ces outils-là, justement, parlons de leur fonctionnement et ce qu'ils offrent, en guillemets, comme possibilité à ces personnes-là. Comment ça marche, là, quand on regarde ça de plus près? Bien, c'est ça. Ce sont des sites qui cherchent à générer de l'argent avec des abonnements. Généralement, on va offrir 1 ou 2 essais gratuits, puis après ça, la personne doit payer. Mais c'est vraiment un service qui est clé en main, très facile à utiliser. Puis, comme je disais, là, on n'a pas besoin de connaissances, on n'a rien besoin. On a juste besoin d'une photo d'une personne qu'on veut mettre à nu, et puis le tour est joué. Puis, il y a un immense risque à ça, parce que ces photos-là, non seulement, là, ça peut être inquiétant de savoir que quelqu'un peut générer des photos nues de vous quand bon leur plaît, mais ça peut être utilisé pour faire toutes sortes de choses comme du chantage par des fraudeurs, par exemple, dire « Regardez, j'ai une photo nue de toi, qu'elle soit vraie ou pas vraie. Je vais l'envoyer à ta famille, à moins que tu me donnes de l'argent ou quelque chose comme ça. » Donc, c'est un immense problème, ça. Et avoir la popularité de ces services-là, c'est vraiment ahurissant. Et là, ce que vous avez fait, toi, Nicolas, c'est que vous l'avez, en quelque sorte, testé, c'est ça? Bien sûr, on ne peut pas utiliser ces services-là pour vrai sur une vraie photo d'une personne. Ça serait pas éthique de faire ça, même si la personne est consentante. On ne sait pas où ces images-là vont, comment sont emmagasinées. Fait qu'on ne pouvait pas faire ça sur une vraie personne. Donc, on a demandé à un générateur d'images par intelligence artificielle de nous générer une photo d'une jeune femme à la plage, habillée quand même, somme toute, de façon modeste. Ça serait le genre de photo que des personnes publieraient sur leur compte Instagram sans grande gêne. C'est des photos qu'on voit à chaque jour sur les réseaux sociaux. Puis je vais te montrer là, comment rapidement tout ça peut se faire. Donc, ça nous demande de mettre la photo qu'on veut dénuder. Et puis là, tout simplement, on a tout simplement à lui demander de générer l'image. En seulement 2 minutes, sans aucune intervention de notre part, l'intelligence artificielle a été en mesure de générer une copie de cette image dans laquelle la jeune femme apparaissait cette fois-ci complètement nue. Est-ce qu'un fraudeur pourrait montrer ça à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un pourrait rendre une autre personne inconfortable avec ces photos-là? C'est absolument certain. On en convient, là, aucun talent nécessaire, quelques minutes de notre temps, puis on a quelque chose qui est quand même très, très, très convaincant. On a vu des publicités sur Twitter cette semaine où, bon, il y a une capture d'écran de quelqu'un qui envoie une photo nue à une fille, puis la fille répond « Où est-ce que tu as eu cette photo-là? » Le gars, il dit « Est-ce que c'est toi? » Puis la fille répond « Où est-ce que tu as eu ça? Efface ça. » Donc, carrément, on est en train de vendre aux gens ça. Ben, c'est troublant, Jeff. L'aspect non consensuel de ces outils-là, là, c'est pas anodin, ça fait vraiment partie du modèle d'affaires, c'est ce qui est vendu aux clients. Regardez ce site-là, il met en évidence là, la possibilité de créer une photo non consensuelle de l'actrice Emma Watson, carrément. Il est impossible qu'on puisse avoir le consentement d'Emma Watson pour générer ces images-là. Non seulement la possibilité est là, mais on le vend carrément comme ça. Ça fait partie de la stratégie de marketing de ces sites-là. Là. On peut présumer aussi qu'il y a des personnes d'âge mineur qui pourraient être touchées par ça. Ces sites-là disent, pour utiliser le service, ça doit être des photos consentantes, la personne dans la photo doit être adulte, il y a toutes sortes de conditions d'utilisation. Mais il n'y a pas de modération, visiblement. On a envoyé la photo. Est-ce qu'il y a vraiment un humain qui a regardé la photo, qui s'est dit « Est-ce que c'est une vraie personne? » On ne sait pas.
Probablement pas. Donc, comment est-ce que c'est modéré? Comment est-ce que c'est surveillé? Des questions qui se posent là-dessus. Une modération et une surveillance potentiellement défaillantes qui laissent présager le pire, notamment quand il est question des personnes parmi les plus vulnérables de notre société, les enfants et les adolescents. En fait, l'intelligence artificielle complique grandement le travail des organismes qui veillent à la protection des personnes mineures. René Morin, du Centre canadien de protection de l'enfance, le constate de plus en plus. René Morin, bonjour et bienvenue au Décrypteur. Bonjour. Alors, notre analyse de ces sites web-là a pu déterminer qu'ils ont généré 18,5 millions de visites uniques et 150 millions de pages vues par mois. Est-ce que l'ampleur du phénomène vous surprend, vous? Ça ne nous surprend pas et ça nous inquiète. Vous savez, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on peut faire un parallèle avec un cas qu'on a eu ici même au Québec ce printemps, la cause d'un dénommé Stephen Larouche, qui a été traité par un tribunal de la région de l'Estrie. L'individu avait été trouvé en possession de 86 000 images qui avaient été produites à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Alors, imaginez un seul individu, 86 000 images. Alors, imaginez ce que toute la communauté des amateurs de matériel pédopornographique peut arriver à produire. Donc, tout ça, c'est extrêmement inquiétant, là. D'autant plus inquiétant que ça peut servir à des fins de sextorsion. Pas plus tard que cette semaine, on a vu un cas qui a fait les manchettes. Jusqu'à quel point l'intelligence artificielle amplifie ce problème-là plus précis? On a vu déjà des cas où des sextorqueurs qui sont en contact depuis un certain temps avec une cible potentielle, euh, qui cherchent par exemple à amener des enfants à se dénuder à la caméra et qui se retrouvent en présence d'enfants qui ont les bons réflexes et qui refusent de céder à la pression des demandes des sextorqueurs. Et vous avez les sextorqueurs qui, plan B, se replient vers des images de ces enfants-là qui ont été trafiqués avec l'aide de l'intelligence artificielle pour ensuite les menacer de mettre ces images-là en circulation si les enfants à qui s'en prennent refusent de faire ce qu'on leur demande. Donc, ça s'est déjà vu et ça va se revoir encore, malheureusement. Certains tenteront peut-être de minimiser la dangerosité de ces images-là en disant ben, ce ne sont pas de vrais enfants, l'intelligence artificielle entre dans tout ça. Qu'est-ce que vous réponderiez à ces personnes-là, M. Morin? Ben, évidemment, il faut bien comprendre ici que, au sens légal du terme, une représentation d'un enfant nu dans un contexte sexualisé, au sens du code criminel, c'est illégal. Il a beau s'agir d'enfants qui n'existent pas, d'enfants fictifs créés de toutes pièces par l'intelligence artificielle, ça reste une représentation sexualisée d'un enfant. C'est du matériel illégal. Consommer ce genre de matériel-là peut facilement et a souvent mené à des passages à l'acte. Donc, tout ça, c'est extrêmement inquiétant, là. En terminant, M. Morin, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les organismes qui luttent contre la pédopornographie? Qu'est-ce que ça génère comme problème pour ces organismes? En ce moment, on a des moyens technologiques qui nous permettent jusqu'à un certain point de nettoyer Internet de ce contenu-là. Vous savez, au Centre canadien de protection de l'enfance, avec Projet Arachnid, on en est à quelque chose comme 40 millions de demandes de suppression d'images connues qu'on a envoyées aux opérateurs de plateformes numériques un peu partout sur Internet. Mais maintenant, on parle d'images connues, mais avec l'intelligence artificielle, on craint un afflux de matériel neuf qui aura potentiellement pour effet de surcharger tous les services de première ligne et ça pose toutes sortes de problèmes, notamment du point de vue de l'identification des victimes. Les autorités policières vous diront facilement à quel point elles sont débordées rien qu'avec l'arriéré de dossiers qu'ils ont à traiter en ce moment lorsqu'on parle de matériel pédopornographique sur Internet, d'images d'abus pédosexuels. Alors imaginez si tout ce beau monde doit perdre son temps à chercher à identifier des enfants qui n'existent pas. Au bout du compte, ben, c'est du temps perdu qui aurait pu être consacré à secourir de vrais enfants. La production d'images non consensuelles à caractère sexuel ou pornographique pose une infinité de problèmes sur le plan légal.
L'intelligence artificielle et ses dérives nous forcent à mieux connaître nos droits et nos recours. Des enjeux auxquels l'avocate Héloïse Gratton fait face au quotidien. Héloïse Gratton, bonjour et bienvenue au Décrypteur. Merci, je suis enchantée d'être ici aujourd'hui. Les gens qui nous écoutent pourraient se dire, mais comment ça se fait que des entreprises peuvent opérer comme ça, sans entrave, sans embûche, et carrément offrir des services de revenge porn? Effectivement, et surtout si c'est un outil qui est utilisé pour ça, dénuder quelqu'un, etc., c'est clair que c'est un outil qui potentiellement pourrait être utilisé à des fins illégales, à des fins criminelles. Donc, c'est sûr que ce n'est pas à cause que la photo est modifiée et que c'est, par exemple, mon image avec un autre corps que les lois ne s'appliquent plus. Hein, on s'entend? Donc, toutes les lois en matière de vie privée s'appliquent. Les enjeux de réputation s'appliquent. Le revenge porn, les infractions de nature criminelle s'appliquent également. Donc, ce n'est pas à cause que la photo est modifiée par l'intelligence artificielle que nos lois ne s'appliquent plus. Évidemment, d'un point de vue juridique, si jamais ce dossier-là était devant les commissaires à la vie privée, c'est certain qu'ils poseraient des questions. Avez-vous mis des mises en garde? Avez-vous un consentement clair qui est obtenu? Est-ce qu'il y a des garanties? Comment on peut aller vérifier ça? Surtout, vu la nature du site. C'est sûr que juste à ce moment-là, juste le fait de soumettre la photo de quelqu'un d'autre sans consentement, déjà là, il y aurait une infraction. D'accord, puis à quoi on s'expose quand on commet une infraction comme celle-là, au juste? Encore faut-il que l'autre individu soit au courant qu'une photo a été soumise. Donc, s'il ne le sait pas, il ne va rien faire. Et ensuite, ce recours, c'est quoi? Est-ce que c'est contre la plateforme ou l'outil technologique, la compagnie, en fait, qui commercialise cette technologie-là, ou c'est contre l'individu qui a soumis la photo? Bon, il y a plusieurs avenues, il y a plusieurs recours potentiels, mais c'est clair qu'à la base, soumettre une photo de quelqu'un en disant modifiez-la, il faudra avoir un consentement quelque part. Et plus largement, Maître Gratton, est-ce que comme société, on est mûr pour faire face à ce type de phénomène qui est celui de l'intelligence artificielle? Non, en fait, on n'est pas mûr. Puis récemment, on a ces discussions-là. Sur le plan fédéral, ils sont en train de mettre à jour la loi en matière de protection de renseignements personnels. Puis dans le nouveau projet de loi C-27, il y a aussi une section qui touche à l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que ça évolue tellement rapidement et c'est tellement nouveau qu'on ne veut pas avoir des lois trop précises dès maintenant parce qu'elles vont devenir désuètes trop rapidement. Alors, la façon qu'ils ont procédé, ils ont proposé des lois qui encadrent les systèmes d'intelligence artificielle, qui ont des impacts sur la vie des individus. Ils ont gardé ça en termes assez généraux, en disant les règlements, qui sont plus faciles à mettre à jour, à modifier, viendront donner des précisions. Donc, toutes sortes de joueurs qui vont être appelés à s'impliquer, en fait, puis jouer un rôle pour s'assurer de protéger, en fait, les individus qui ont ce type de modèle d'affaires. C'est clair. Héloïse Gratton, merci beaucoup pour cet entretien avec nous. À bientôt. Au revoir.